Nous quittons la bande de Gaza. On prend l'avion pour Paris, on saute dans un taxi et on fonce, coché devant, laqué derrière, au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement de Paris, au Palais de l'Élysée, où Emmanuel Macron a eu les oreilles qui sifflaient en ouvrant le week-end dernier un débat sur la sécurité européenne, en y incluant notre arme nucléaire, et ce faisant crispant, et c'est rien de le dire, les oppositions. Bonsoir Héloïse Fayet. Bonsoir. Héloïse, vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, responsable par ailleurs du programme de recherche, dissuasion et prolifération, ce qui fait de vous une invitée remarquable pour parler du sujet qui va nous animer pendant les 40 prochaines minutes. Merci. Salut Héloïse, bienvenue. Bruno Tertrais, bienvenue. Vous êtes directeur Bonsoir. adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. J'ai tout bon ? Ouais. Vous avez de l'eau, chers amis, et des gobelets, si vous le souhaitez. Pardon, il fait un peu chaud dans le studio. Veillez à bien parler en face de votre Nous, on micro. boit que de l'eau lourde, mais ça, c'est une blague que vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez expliquer l'eau lourde après à nos auditeurs. À la Sorbonne, le 25 avril, Emmanuel Macron assure que la dissuasion nucléaire française a vocation à protéger l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? La dissuasion nucléaire, entre guillemets, est en effet au cœur de la stratégie de défense française. Elle est donc par essence un élément incontournable de la défense du continent européen. Et dans une interview publiée le 27 avril par les journaux du groupe Ebra, il précise sa pensée. Qu'est-ce que nous dit Emmanuel Macron ? Il nous dit ça, il dit « Je suis pour ouvrir le débat sur la sécurité européenne, qui doit donc inclure la défense antimissile, les tirs d'armes de longue portée, l'arme nucléaire, pour ceux qui l'ont ou qui disposent sur leur sol de l'arme nucléaire américaine. » Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a voulu dire ? Comment ce qu'il veut, vous avez 2 heures. Alors, seulement Vous avez 40 minutes. Dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures, comme disait OSS 117. Bon, alors, premièrement, il n'est pas le premier à le faire, il n'est pas le premier à en parler. Il faut toujours le rappeler, c'est pas Emmanuel Macron qui brise un tabou comme il aime bien le faire de temps en temps. On en parle littéralement depuis le temps du général de Gaulle. L'idée que le nucléaire français, la dissuasion française, ça protège un peu plus que l'Hexagone. Deuxièmement, Macron lui-même en a déjà parlé en 2020, il en a parlé à plusieurs reprises, donc il n'y a pas de saut politique, conceptuel, majeur, simplement ça fait réagir. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'on est en campagne pour les européennes, et donc les oppositions se sont saisies du sujet, à mon avis d'une manière qui est soit de l'ignorance, soit de la mauvaise foi. Vous parlez de François-Xavier Bellamy, c'est ça ? Je parle Pas que. simplement, non, de Marine Le Pen, de la France Insoumise, enfin de tous ceux qui ont réagi vigoureusement sur le sujet. Moi, je me présume jamais la mauvaise foi, donc je préfère parler d'ignorance. Pourquoi ? Parce qu'ils font dire à Macron des choses qu'il n'a pas dites. Personne ne parle de partager la dissuasion. On ouvre le débat pour savoir... Arrêtez, vous êtes en train de flaguer ma séquence là. Alors, mais si. Alors je termine. Je plaisante, bien sûr. Non, mais juste pour vous dire, on ouvre le débat, ça veut dire on est en train de réfléchir à ce qui pourrait se passer, notamment si Trump arrivait au pouvoir et si les Américains n'apportaient plus à l'Europe la garantie de sécurité, y compris nucléaire, qu'ils ont apportée depuis 1949, tout simplement. C'est pas beaucoup plus que ça. Héloïse Fayet. Oui, moi ce qui change un peu quand même, c'est le contexte de le dire. C'est-à-dire qu'en 2020, lorsque le président Macron parlait justement de cette dimension européenne, des intérêts vitaux français et de la nécessité d'ouvrir le débat, c'était dans un cadre assez restreint. C'était dans son discours à l'école de guerre, donc février 2020. Chaque président de la République fait un discours sur la stratégie de défense et de dissuasion. Donc là, ça avait fait l'objet de quelques articles de presse, mais pas tant que ça. Déjà parce qu'on commençait à s'inquiéter de la crise Covid. Il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Enfin, depuis 2014, oui, mais il n'y avait pas cette guerre d'agression de large ampleur. Et puis la dissuasion, du coup, n'intéressait pas grand monde. Et après, il en a reparlé en janvier 2024. Enfin, il en a reparlé ensuite pour la revue nationale stratégique en novembre 2022. Et fin janvier 2024, il était en Suède. Il a fait un discours devant je crois que c'est l'école de guerre suédoise. Et effectivement, il avait reparlé de cette dimension européenne de la dissuasion française. Et déjà, à ce moment-là, on avait eu effectivement... un communiqué de LFI qui était assez savoureux, des remarques aussi de la part de Marine Le Pen. Alors, je crois que LR n'était pas trop exprimé à ce moment-là. Mais moi, je considère honnêtement que ça tend à la désinformation. Je veux dire, ces députés-là, ils sont censés quand même plutôt bien connaître les questions de défense. Effectivement, c'est soit de la mauvaise foi, soit de l'ignorance. Mais moi, je trouve que ça tend vraiment à la désinformation parce que toutes ces remarques politiques-là, elles sont bien entendues à l'étranger. Et comment veut-on être justement crédible dans une démarche de défense européenne si, dans le même temps, vous avez quasiment toute l'opposition qui dit non, nous, pas de partage de l'arme nucléaire, alors qu'effectivement, comme Bruno l'a dit, ça relève pas du partage de l'arme nucléaire, mais plutôt d'ouvrir un débat sur ce qui est présent dans la doctrine depuis au moins 1972. Donc voilà, vraiment, les politiques, il faut qu'ils lisent bien les textes et puis pas qu'ils utilisent des sujets aussi sérieux comme la dissuasion nucléaire à des fins électorales.
Bruno Tertrais. Oui, il y a un autre élément de contexte qui est important, au-delà de ce que vient de dire d'Héloïse, c'est que le président, il se situe dans un contexte qui est bien sûr celui de l'hypothèse Trump, également de celui d'une Amérique qui, Trump ou pas Trump, accordera moins d'importance à l'Europe dans les années qui viennent, forcément. Elle est obsédée par la Chine, elle est au four et au moulin, hein, l'Amérique, littéralement. Elle s'occupe beaucoup... Regardez, Blinken, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, il était d'abord en Chine. Secrétaire d'État, c'est le ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, pour expliquer. Il était en Chine il y a 5 jours, il était au Caire il y a 2 jours. Bon, l'Europe, pour l'Amérique, c'est un théâtre parmi d'autres. La guerre d'Ukraine, c'est presque une guerre parmi d'autres, en exagérant à peine. Et puis, il y a autre chose quand même. C'est qu'il y a au moins 2 pays dont on parle beaucoup depuis 2 ans qui se prennent des attaques aériennes et de missiles balistiques, j'allais dire, pas quotidiennement, mais presque. Il y a d'abord l'Ukraine, on le voit, on le sait, depuis plus de 2 ans. Mais il y a aussi Israël, en particulier depuis le 7 octobre. Alors là, ce n'est pas un jugement sur le conflit lui-même, c'est factuel. Il y a des missiles, des roquettes et des drones qui tombent sur le territoire israélien presque quotidiennement depuis le 7 octobre, encore plus qu'avant. Et donc, on est dans un contexte dans lequel la menace potentielle aérienne et balistique, elle est peut-être plus visible par les opinions européennes qu'elle l'était quand, en 2020, Macron avait commencé à parler de ce sujet. C'est d'ailleurs pour ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, qu'il a dit, il n'a pas seulement parlé de nucléaire, il a aussi parlé de défense antimissile, ce qu'on appelle parfois le bouclier. Mais on peut peut-être en parler maintenant, ça recouvre quoi ? Alors, l'idée, c'est de dire la dissuasion nucléaire, c'est un truc qui vous protège seulement contre les agressions les plus graves. Ce qu'on appelle en France les intérêts vitaux. C'est quoi la doctrine française ? La doctrine, en fait, vous savez, tout ça repose sur des choses extrêmement simples au fond. C'est un processus, c'est un dialogue psychologique entre 2 chefs d'État qui consiste à dire si un jour tu mettais en cause ce qui fait l'essence même du pays, le territoire, la population, la souveraineté, c'est pas seulement des attaques militaires. On peut imaginer un jour un État qui a la capacité de paralyser tous nos systèmes de transport, de communication, informatique, etc. C'est pas totalement inimaginable. Et si on considère que l'essence même du pays est en cause, le fonctionnement du pays, eh bien, là, tu encours, toi l'adversaire, ce qu'on appelle des dommages inacceptables. On t'en dit pas beaucoup plus, mais on a les moyens de faire extrêmement mal à ton propre pays. Quand on dit extrêmement mal, là, on parle effectivement de plusieurs dizaines, voire centaines d'armes nucléaires. Donc la dissuasion, c'est aussi simple que ça. Après, tout n'est pas couvert par la dissuasion. Bien sûr, on a bien vu d'ailleurs quand Israël a été attaqué le 7 octobre, ça, c'était pas couvert par la dissuasion nucléaire israélienne. On a même vu d'ailleurs que quand Israël a eu 300 missiles et drones qui arrivent sur son territoire, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, il n'y a pas eu de débat dans ce pays, heureusement d'ailleurs, sur une riposte nucléaire israélienne contre l'Iran. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les attaques graves, mais qui ne sont pas couvertes par la dissuasion nucléaire ? Là, on se pose la question du bouclier, c'est-à-dire, non pas d'un bouclier étanche, mais de systèmes de défense anti-aérienne et anti-balistique et anti-drone qui permettent de parer à ce type d'attaque. Oui, c'est la deuxième couche, si vous voulez. Et le renforcement aussi plus largement des forces conventionnelles. Et en France, on a même un joli mot pour ça. On appelle ça l'épaulement entre forces conventionnelles et forces nucléaires pour éviter justement qu'un adversaire nous frappe juste en dessous d'une sorte de seuil d'emploi des armes nucléaires. Et donc pour ça, c'est aussi important d'avoir des forces conventionnelles robustes. Un bouclier, ça marche en Israël. Le pays est petit. Un niveau sur un territoire qui serait européen, sur notre Europe continentale, ça paraît un peu... très loin, un peu irréel, non ? On a les moyens technologiques de déployer un bouclier ? Ouais, le problème, c'est pas la technologie, c'est le coût-efficacité. Ça coûte extrêmement cher. Vous avez raison de le dire. En Israël, ça marche parce que le territoire, il fait la taille de deux départements français. Ça marche encore pas totalement. Hein. C'est pas un bouclier étanche, même pour Israël qui a énormément investi. Il y a 3 couches. Donc les boucliers, ce sont quoi ? Ce sont des batteries de petits missiles, on va dire, déployés un peu partout. Ce sont des intercepteurs en général. Hein. Bon, il y a plusieurs moyens. On peut imaginer l'interception laser, etc. Mais c'est essentiellement des petits missiles, comme vous dites très bien. Mais si on voulait couvrir le territoire français totalement, de manière quasiment étanche, c'est-à-dire qu'on a une probabilité de 99% que rien ne passe, ça coûterait extraordinairement cher. Alors, si vous imaginez, si on s'adresse à toute l'Europe, ça serait encore beaucoup plus cher. Donc, c'est pas raisonnable. L'Europe n'a pas les moyens de se payer ça. C'est pour ça que quand on parle de la défense des territoires, c'est une combinaison de dissuasion,
et puis de protection. Ouais, et puis même les Américains y ont pensé dans les années 80 avec la fameuse guerre des étoiles, enfin la Strategic Defense Initiative de Reagan, du coup. Et ils ont refusé, enfin ils ont renoncé parce qu'ils ont bien vu que ça coûtait beaucoup trop cher de mettre en place un bouclier antimissile et que surtout on ne s'est jamais étanche à 100%. Et donc c'est pour ça qu'il y a effectivement cette combinaison entre nucléaire et puis autres moyens de protection. Dans le chat, pardon, excusez-moi, ça a défilé, j'ai perdu la question. Oui, pardon. Une question affirmation de Kesta. Salut Kesta, merci de nous rejoindre, reste avec nous. Qui dit depuis que les dividendes de la paix ont montré leurs limites et leurs tares, le tout nucléaire remplaçant l'armement conventionnel est un mirage. Bah personne ne veut faire. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. J'imagine qu'Héloïse aussi. Le tout nucléaire. Essayez de ne pas être d'accord quand même. Ouais, on va trouver des trucs. Non, mais attendez, franchement, personne ne dit qu'on est dans le tout nucléaire. Enfin, franchement, là, c'est un peu décalé. C'est un peu ce qu'on pensait d'ailleurs dans les années 1960. Il y avait des gens qui disaient on est en train de trop miser sur la dissuasion nucléaire au détriment des forces classiques ou conventionnelles. D'ailleurs, il y a eu quand même un rééquilibrage à la fin de la guerre froide, au début des années 90. Il y a eu un rééquilibrage, on a fait un petit peu moins de nucléaire et un peu plus de tout le reste. Oui, mais c'est vrai qu'en France, il y a cette idée que la dissuasion, elle est uniquement nucléaire, parce qu'une dissuasion, entre guillemets, conventionnelle ne fonctionnerait pas. Donc ça, c'est une distinction qu'on a en France par rapport à l'OTAN, par exemple, ou aux États-Unis. Et donc, ça peut donner l'idée que l'on mise uniquement sur le nucléaire pour se défendre. En fait, non, c'est pas le cas. Effectivement, le nucléaire, on sait que ça dissuade uniquement les menaces très graves, et évidemment on ne va pas utiliser les menaces nucléaires pour des menaces par exemple terroristes, ça on en a beaucoup parlé. Est-ce que l'arme nucléaire dissuade le terrorisme? En fait on a vu que non. Et pour des menaces aussi on va dire moyens du spectre, pour tout ce qui est attaque cyber aussi, il y a beaucoup de réflexions là-dessus, et donc non, c'est pour ça que c'est super important d'investir aussi dans le conventionnel, et d'où l'idée aussi d'une meilleure défense européenne avec, c'est encore un peu illusoire, mais une sorte de répartition des tâches avec, par exemple, la France qui pourrait traiter des menaces très haut du spectre grâce à sa dissuasion nucléaire, et puis d'autres pays qui pourraient s'occuper de menaces un peu moins élevées à l'aide de forces conventionnelles robustes. Kyle a une question pour vous, Héloïse, mais je suis sûr que Bruno, vous pouvez y répondre aussi. Donc Kyle, salut Kyle, qui nous demande, est-ce que vouloir partager nos armes nucléaires, est-ce que c'est pas en contradiction avec le traité de non-prolifération des armes nucléaires? Alors, déjà, Kyle qui précise qu'il n'y connaît rien, mais c'est pas grave. Non, mais c'est une très bonne question. Héloïse c'est une super question. Répondre. Alors déjà, donc il n'y a pas de vœu en France ni même d'idée de partager les armes nucléaires. Ça c'est important de le rappeler. Et après, donc l'exemple en fait, il y a deux exemples qu'on peut prendre. Déjà l'exemple américain. Donc on s'est connu, les États-Unis déploient des armes nucléaires américaines sur le territoire de certains pays européens. Le président Macron d'ailleurs en a parlé en parlant de ces pays qui ont l'arme nucléaire américaine sur son sol. Alors, qui sont ces pays? Alors, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie. Ouais. Il y avait la Grande-Bretagne à une époque. Il y a des bases américaines où il y a l'arme nucléaire. Voilà, c'est ça. Et donc c'est bien des armes nucléaires américaines qui restent sous contrôle américain, mais qui peuvent être, en cas d'emploi, emportées par des chasseurs, donc des avions, qui appartiennent au pays où sont stockées ces armes-là et pilotées par un pilote du coup belge ou allemand. Donc des membres de l'OTAN. Voilà, c'est dans le cadre aussi de l'OTAN avec le Nuclear Sharing Agreement, ça passe ensuite par le Nuclear Planning Group. C'est quelque chose de bilatéral, mais qui s'inscrit dans le cadre de l'OTAN. Ces arrangements-là, ces déploiements-là, ils sont antérieurs au traité de non-prolifération nucléaire. Et lorsque le traité a été mis en place, justement, ça a été jugé compatible avec le déploiement d'armes nucléaires américaines, parce que justement, ce déploiement-là a été fait pour, paradoxalement, limiter la prolifération nucléaire. C'est pour ça que la question est excellente, parce que en fait, votre auditeur met le doigt sur quelque chose de très important. Si les Soviétiques et les Américains à l'époque, et la France n'était pas tellement pour d'ailleurs, parce qu'on trouvait un peu que Moscou et Washington étaient en train de gérer la sécurité européenne par-dessus notre tête, ce qui n'était pas totalement faux. S'ils s'accordent sur l'idée qu'il faut limiter la prolifération des armes nucléaires dans le monde, c'était d'abord et avant tout parce que les Soviétiques craignaient que l'Allemagne se dote de l'arme nucléaire. Et donc le compromis, si vous voulez, c'est pas tellement un compromis. Le résultat finalement, c'est que les pilotes allemands peuvent emporter des armes nucléaires américaines, mais qu'ils n'ont pas le doigt sur le bouton. Mais simplement, ils se sentent rassurés. Et dans ces affaires de nucléaire, il y a toujours deux dimensions. Il y a la dissuasion et la réassurance. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est la réassurance. C'est tout simplement qu'un pays se sente suffisamment protégé pour qu'il n'ait pas besoin de
recourir à des moyens soit nucléaires, soit tout simplement à attaquer lui-même par peur d'être attaqué, etc. Et ça, c'est fondamental dans l'équilibre de sécurité européen. Donc il y a bien ces deux dimensions. Il faut que Poutine ou tout autre chef d'État étranger soit dissuadé, mais il faut aussi que le Polonais, l'Allemand, les autres se sentent rassurés. D'où les interrogations qu'on a d'ailleurs sur Trump, sur le scénario Trump. Et après, un deuxième cas qu'on voit plus récemment de déploiement d'armes nucléaires à l'étranger, c'est le cas de la Russie qui à 99% déploie des armes nucléaires en Biélorussie, mais à nouveau le contrôle il est entièrement sous la Russe, enfin il est entièrement russe. Les Biélorusses n'ont a priori pas la possibilité de lancer ces armes nucléaires là, et j'imagine que ce sera un gros sujet lors de la commission de réexamen du traité de non-prolifération, mais c'est toujours un peu pareil. Est-ce que ça contrevient au TNP? En fait, si les armes nucléaires restent sous le contrôle du pays, non. Et d'ailleurs, c'est important de garder en tête aussi que la dissuasion élargie américaine, donc elle ne s'exerce pas que par des armes nucléaires qui sont déployées en Belgique par exemple ou en Allemagne, parce que par exemple la Corée du Sud, le Japon et l'Australie, elles sont protégées par la dissuasion élargie américaine sans qu'il n'y ait il n'y a plus d'armes nucléaires américaines sur le territoire de la Corée du Sud ou du Japon. La seule réassurance qu'ils ont, en fait, c'est la doctrine américaine qui dit oh oui, la dissuasion nucléaire américaine protège les alliés et les partenaires. Et puis après, il y a des forces conventionnelles américaines qui sont déployées en Corée du Sud et au Japon. Mais voilà, tout se joue dans l'esprit en fait de l'État qui est réassuré. Il y a Kyle qui dit ça. Kyle qui est très prolixe aujourd'hui. Salut Kyle, c'est très bien. On est content de te revoir. Qui dit ouais, mais on n'a pas autant d'armes nucléaires que les Américains. Ça pose la question. Donc, combien faut-il d'armes nucléaires pour être suffisamment dissuasif? On avait ce débat-là juste avant. Et il me semble, mais alors moi j'ai compris ça, qu'en fait il ne faut pas plus que ce qui suffit pour détruire son propre pays. Alors non, pas forcément. Non. Alors je retire non, mais immédiatement la bêtise que je viens de dire. Non, c'est pas du tout une bêtise, parce que figurez-vous qu'une partie des gens autour du général de Gaulle pensaient exactement comme vous. Je ne sais pas si c'est un compliment ou pas. Je suis né en 1985, vous notez après. C'est pas du tout une bêtise. Alors j'ai envie de dire que la dissuasion nucléaire, d'abord, c'est pas un concours de qui a la plus la plus grosse. Oui, voilà, merci de l'avoir dit pour moi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a ce qu'on appelle justement le niveau de suffisance. On n'a pas besoin d'avoir des milliers, voire des dizaines de milliers d'armes. Il y avait un truc complètement absurde pendant la guerre froide, c'était cette accumulation d'armement. On produisait des armes, alors qu'Khrouchtchev disait comme de la saucisse. C'était rétrospectivement, c'était complètement absurde. Il y a eu à un moment 60 000 armes nucléaires dans le monde. Ça ne correspondait à rien. C'était vraiment le complexe militaro-industriel des deux côtés, d'ailleurs, qui était en pilotage automatique. Donc la question, c'est combien est-ce qu'il faut d'armes pour dissuader Poutine d'attaquer l'Europe, par exemple. Ok ? Bon, alors, les Français et les Britanniques considèrent que, déjà, avec 200 ou 300 armes chacun, ça suffit. On en a 300, nous, c'est ça ? Alors, les sources ouvertes, il n'y a pas de chiffre officiel. On dit qu'on en a 300. C'est aux alentours de 300. Donc ça veut dire que les présidents français, depuis Nicolas Sarkozy et même avant, depuis Sarkozy en particulier, que c'est là qu'il y a eu ce chiffre, ont considéré, à tort ou à raison, que ça suffisait pour dissuader la Russie, voire la Chine d'ailleurs. Peut-être pas les deux en même temps, mais bon, la Russie, voire la Chine ou la Corée du Nord, parce que c'est les trois pays qui peuvent atteindre le territoire de l'Europe avec des armes nucléaires. C'est pour ça que je parle de ces trois-là. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour vous dire exactement ce que sont les plans. Et donc, j'ai parlé des Britanniques, parce qu'il ne faut pas les oublier. Tout ça, ce n'est pas une affaire pour l'Union européenne. Hein. On ne va pas discuter au Parlement européen ou à la Commission de ces affaires. Non, c'est entre Français, Britanniques et les pays intéressés. Donc, la réponse à la question, c'est... en principe, on peut penser que 500 armes nucléaires, s'il y en a quelques centaines qui passent, c'est suffisant pour faire réfléchir un Vladimir Poutine de ne pas s'en prendre à la Pologne ou aux Pays-Bas. Je simplifie tout ça, mais voilà, c'est la logique de suffisance. Maintenant, il y a des gens qui disent « oui, mais nous, on préfère être protégés par un plus gros ». Parce que ça nous rassure. Mais ça, c'est dans la tête. Mais encore une fois, je dis c'est dans la tête. Vous savez, je dis souvent que la dissuasion nucléaire, c'est comme ce que disait Oscar Wilde pour la beauté. C'est dans l'œil de l'autre que ça se passe. On ne vous dissuadez pas par décret, on décide pas qu'on dissuade. C'est l'autre qui décide s'il est dissuadé. Donc ce que dit Héloïse Fayet ou Bruno Tertrais, c'est bien joli, mais on ne sait pas ce qu'en pense Vladimir Poutine. Ce qu'on sait en revanche, juste un dernier truc, ce qu'on sait en revanche, c'est que les soviétiques, à l'époque, parce qu'on a pu parler avec eux après, ils pensaient quand même que l'indépendance nucléaire
française, ils ne pouvaient pas la calculer. Ils ne savaient jamais de quel côté la pièce allait tomber, si on serait aux côtés des Américains, si on serait derrière, si on serait devant. Et donc ça veut dire que la logique française d'indépendance stratégique, rétrospectivement, elle a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné. Mais du coup, ce qui pose aussi un problème, en fait, quand on pense Europe, parce que si, effectivement, même si on a évolué, bien sûr, la France, la politique française vis-à-vis de l'Europe et la défense européenne a évolué depuis, mais s'il y a encore une incertitude au sein de nos partenaires européens sur ce que la France est prête à faire pour les défendre, en fait, c'est ça le problème principal. C'est quelle crédibilité politique on a vis-à-vis de nos voisins européens. On ne sait pas ce qui se passera en France aussi en 2027. Il y a pas mal, la presse allemande s'est un peu inquiétée de ça, en disant, bah oui, c'est bien joli, le président Macron souhaite ouvrir un débat sur la dissuasion nucléaire française et sa dimension européenne, mais s'il y a un président ou une présidente anti-Europe qui arrive en 2027, qu'est-ce qui se passe de ça? Et donc voilà, ça c'est surtout en fait une crédibilité politique dans la tête des autres Européens. Kesta, salut Kesta, qui nous demande, bon alors ça mériterait peut-être des semaines de masterclass, de conférences. Les Américains sont-ils des alliés fiables? Bon, la réponse est ça dépend, je suppose. Non, mais c'est une excellente question. Alors ça, parce que c'est la question derrière la question. Là, encore une fois, les Américains, y aurait-il les Français? Non, mais écoutez, alors, on peut dire que les Français considèrent traditionnellement les Américains comme des alliés un petit peu moins fiables que les ont considérés les Allemands et certainement voilà, on peut. Pardon, je me reprends. C'est un jugement de valeur. Et on ne peut pas dire oui ou non. Dans certains domaines, ils s'avèrent être des alliés extrêmement fiables. Il y a beaucoup de coopération entre la France et les États-Unis dans des domaines très confidentiels, de l'antiterrorisme à tout un tas de choses. Et oui, les Américains sont des alliés fiables globalement. Est-ce que Poutine considère que cette alliance est solide? C'est encore un autre sujet. Ça n'empêche pas que parfois on se fasse des coups de Jarnac ou des coups de Trafalgar. Quand il y a eu l'affaire des sous-marins australiens, là les Américains et les Britanniques derrière notre dos se sont pas du tout comportés comme des alliés. Quand Emmanuel Macron dit en octobre 2019 l'OTAN est en état de mort cérébrale, qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux pays de l'OTAN, l'Amérique et la Turquie, agir en Syrie d'une manière qui était contraire à nos intérêts. Donc, c'est pas toujours parfait. Et puis, on peut rappeler, dans la mémoire collective, il y a la crise de Suez, etc. Mais globalement, on peut à la fois dire ce sont des alliés plutôt fiables, sur lesquels on ne peut pas compter forcément ad vitam aeternam, mais c'est pour ça qu'il faut avoir notre autonomie stratégique. Et on peut considérer aussi que c'est des concurrents économiques et industriels implacables. On peut dire les trois en même temps, vous voyez, et on peut avoir des traités et des accords de coopération extrêmement solides. Et encore une fois, franchement, les 70 dernières années montrent que tous les présidents français ont globalement considéré que c'était des alliés fiables, et en même temps se faire la guerre au sens économique du terme. Vous voyez, c'est pas totalement incompatible. Et c'est ça justement qu'on retrouve en fait à l'origine de la dissuasion nucléaire française, entre autres. Donc effectivement, crise de Suez, où, pour rappeler, les États-Unis et l'Union soviétique disent à la France et à la Grande-Bretagne d'arrêter les petites aventures égyptiennes. Et surtout, le général de Gaulle et son entourage n'étaient pas du tout convaincus que les États-Unis, c'est quoi la formule déjà, seraient prêts à risquer New York pour Dresde, ou en tout cas ou New York pour une autre ville, pour Bruxelles par exemple. Parce que typiquement, s'il y a un échange nucléaire limité, donc limité avec des gros guillemets, sur le territoire européen, l'entièreté de l'Europe est affectée, mais pas les États-Unis. Donc c'est évidemment plus facile, entre guillemets, pour eux de dire oui, nous, une guerre nucléaire limitée, des échanges nucléaires, ça nous va. Et c'est ça aussi, à mon sens, la différence entre, du coup, la dissuasion élargie américaine et cette dimension européenne de la dissuasion nucléaire française, c'est que les intérêts vitaux français, en fait, ils sont effectivement inextricablement liés à ceux de nos voisins européens, parce que déjà on partage une monnaie, on partage effectivement des transports, plein d'intérêts, une communauté politique, alors qu'avec les États-Unis, en fait, on partage moins de choses. Et donc paradoxalement, on pourrait apparaître comme plus crédible pour défendre l'Europe, étant donné qu'on y est directement impliqué dedans. Question de Marie Hunter dans le chat. Salut Marie Hunter, bonsoir, merci d'être resté avec nous, puisque je pense que tu nous suis depuis le début. Marie Hunter qui vous demande, je crois, davantage qu'à moi, l'apparition de nouveaux vecteurs de transport de l'arme nucléaire, est-ce que ça ne déséquilibre pas le statu quo? Non, pas forcément. Alors peut-être qu'il faut que vous expliquiez la question de Marie Hunter. Qu'est-ce qu'on a comme vecteur en France, par exemple? Vecteur et porteur. Vecteur et porteur. On va être un peu geek, mais très rapidement, c'est très facile à comprendre. Les porteurs, c'est les sous-marins et les avions. Les vecteurs, c'est les missiles. Alors, pour les sous-marins, c'est des missiles
balistiques. Une fois qu'ils sont tirés, ils sont autonomes. Et il y a un beau sous-marin. Non, ça c'est raté. Désolé la régie. Mais Suffren, c'est un sous-marin d'attaque. C'est un sous-marin d'attaque. Il a pas de Suffren. Avenue de Suffren. Voilà. Et donc, ça, c'est pas les missiles qui emportent les missiles, c'est les sous-marins qui emportent les missiles balistiques. Les avions, les autres porteurs, ils emportent d'autres vecteurs. Les vecteurs, c'est les missiles de croisière, c'est-à-dire au lieu de, alors on le verra à la télé, mais ça s'entendra pas, mais au lieu de faire une trajectoire en cloche, ils font une trajectoire tout droit pour faire simple, enfin extra. Et ils vont beaucoup moins loin. Et puis, quand on rajoute une tête nucléaire, ça devient une arme, enfin un missile nucléaire. Alors, ce qui change, qu'est-ce qui change ? Il y a la fameuse l'hypersonique. Bon, l'hypersonique, c'est comme si c'était une révolution parfois, mais c'est pas totalement une révolution parce que l'hypersonique, déjà quand vous voyez les têtes nucléaires rentrer dans l'atmosphère, elles sont déjà à une vitesse hypersonique. Ça allait pas à des vitesses d'escargot avant. Est-ce que la vitesse hypersonique et les planeurs hypersoniques, qui sont des missiles un peu qui ont une partie hypersonique qui se détache, est-ce que ça révolutionne la stratégie ? Est-ce que ça met à bas la dissuasion ? Non, ça rend certaines choses plus compliquées, mais ça permet aussi à nous, le défenseur, un pays comme la France, de dire, tiens, nous, on va adopter tel type de trajectoire avec un missile qui sera justement hypersonique, la prochaine fois dans les années 2035-40, à partir de 2035. Comme ça, si vous avez des défenses antibalistiques, on pourra les déjouer plus facilement. Donc, ça ne change pas les paramètres de la stratégie. Ce qui a un peu changé, mais là, on s'écarterait un peu du sujet, ce qui a un peu changé les paramètres de la guerre, quand même, c'est de voir à quel point les drones armés sont devenus centraux dans la stratégie contemporaine. Ça avait commencé avec les guerres du Caucase, Azerbaïdjan, quand l'Azerbaïdjan a envahi le Karabakh et s'est battu contre l'Arménie en 2020. On avait vu des victoires tactiques très importantes juste avec des drones. On le voit malheureusement tous les jours en Ukraine. On l'a encore vu avec l'attaque iranienne contre Israël. Le drone est en train de changer, on va dire, la bataille dans l'espace aérien ou la bataille avec ce qui vient du ciel. Mais dans le nucléaire, il n'y a pas de révolution fondamentale. La grande révolution, ça a été de faire le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, parce que ça fait à peu près autant de bruit qu'un rasoir électrique dans l'eau. C'est totalement dilué et quasiment invisible et quasiment indétectable. Ça a été la grande révolution. Ça date des années 1960. Ouais. On n'a pas fait mieux depuis. Ouais, un point sur l'hypersonique où je trouve qu'il y a quand même une évolution dans le domaine conventionnel. C'est-à-dire que les missiles hypersoniques, les planeurs hypersoniques, ils vont pouvoir être utilisés avec une charge nucléaire, mais aussi sans charge nucléaire, donc avec une charge conventionnelle. Et là, je trouve qu'il y a quand même une évolution dans le sens où on va pouvoir potentiellement frapper des cibles dans la profondeur du territoire qui, dans le passé, n'étaient atteignables que par du nucléaire. Et donc là, en fait, par quoi vous répondez si votre territoire il est frappé en profondeur par quelque chose de conventionnel? Est-ce que vous allez répondre aussi par du conventionnel? Est-ce que vous allez répondre par du nucléaire? Ça, pour moi, c'est une vraie évolution, mais aussi la popularisation des missiles balistiques. On voit des pays comme l'Iran ou les Houthis qui ont des missiles balistiques performants. Et c'est notamment pour ça que je trouve que la déclaration, les propos d'Emmanuel Macron dans la presse, il y avait certes cette phrase sur l'arme nucléaire, mais je crois que tu en avais parlé dans ta chronique pour Ouest France. Il y avait aussi quelque chose sur justement les frappes dans la profondeur, la défense antimissile. Et donc en fait, c'est plutôt cette idée d'un tout, d'une dissuasion beaucoup plus large, peut-être pas que nucléaire, et cette réflexion notamment sur les frappes dans la profondeur qui me semble assez intéressante. Et pour le coup, là, l'hypersonique, mais aussi l'avancée en termes de radar, en termes d'images satellites, ont de l'importance. On peut arrêter un missile nucléaire qui serait... Alors non, c'est le but justement. Si, il est possible d'arrêter un missile nucléaire. C'est extrêmement difficile, extrêmement coûteux. Les Américains ont dépensé des dizaines de milliards, littéralement, depuis 30 ans, pour pouvoir intercepter avec, on va dire, un haut degré de probabilité des missiles nord-coréens, parce qu'ils se disent, si jamais il y a juste un ou deux missiles nord-coréens, est-ce qu'on doit répondre avec une riposte nucléaire massive? Non, probablement pas. Et puis surtout, il faut montrer, là encore, la dimension psychologique, c'est dans la tête que ça se passe. Mais c'est important, la tête, parce que nos populations ont besoin d'être rassurées. Et c'est aussi, je n'osais pas le dire, mais c'est important pour les Américains de montrer
à la population américaine qu'elle est protégée. Parce que dire la dissuasion, vous inquiétez pas, si on nous menace, on répondra en nucléaire, donc tout va bien. Non, c'est aussi important, à cette dimension psychologique, de dire aux populations, on a aussi une autre couche, une couche de protection. Et puis il y a un autre moyen, alors ça c'est du brutal, j'allais dire c'est du soviétique, c'est du russe, d'arrêter un missile nucléaire, c'est que vous faites exploser une tête nucléaire à côté du missile nucléaire. Ça sonne un peu Mortal Kombat, si vous voulez, ou comment ça s'appelle, une autre série qui vient d'être adaptée. Pour le maître corps. Non, c'est pas bon. On peut faire les geeks sur les séries si vous voulez, mais en tout cas, si vous faites exploser un missile nucléaire à côté d'un missile nucléaire, bah, le deuxième en sort pas vivant, et c'est normal. Et les soviétiques avaient fait ça autour de Moscou. Il y a un rideau, et d'ailleurs qui est toujours là, un rideau de défense nucléaire autour de Moscou. Donc techniquement, c'est possible. Ça reste très difficile si vous voulez pas utiliser des moyens un peu brutaux. Oui, et puis ça dépend contre qui, en fait, aussi, cette défense, elle est prévue. C'est-à-dire qu'effectivement, contre la Corée du Nord, on se doute bien qu'ils vont lancer 1 ou 2 missiles. Enfin, on espère qu'ils le feront pas. Mais non, mais je veux dire, ils n'ont pas les capacités en fait ils n'ont pas la capacité de lancer une salve, par exemple, de missiles balistiques. Et ce qui est important dans la dissuasion, surtout nucléaire, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité mutuelle. C'est-à-dire qu'en fait, pour que la dissuasion nucléaire fonctionne, c'est un peu paradoxal, mais vous devez accepter que votre adversaire soit en capacité de commettre des dégâts sur votre territoire, parce que du coup, ça veut dire que vous allez aussi pouvoir en faire sur le sien. Et donc, en fait, il y a une sorte d'équilibre. On parlait d'équilibre de la terreur pendant la guerre froide, on est un peu sorti de ce concept-là, mais la vulnérabilité mutuelle, c'est important. Et donc, par exemple, dans le traité antimissile balistique, dont les États-Unis en sont sortis au début des années 2000, il y avait effectivement une prise en compte de cette nécessité de réussir à protéger certains sites stratégiques avec des défenses antimissiles, mais je crois que c'était 100 missiles balistiques, 100 systèmes chacun, donc l'URSS et les États-Unis, et donc il fallait choisir, qu'est-ce que vous protégez ? Est-ce que vous protégez les villes ? Est-ce que vous protégez vos bases de lancement de missiles nucléaires pour être en capacité de faire une seconde frappe ? Et donc il y avait toute une réflexion là-dessus qui se poursuit encore aujourd'hui, mais voilà, l'idée c'est que c'est la dissuasion nucléaire, c'est le fait de pouvoir menacer, de faire une frappe en second, et donc de pouvoir infliger des dégâts, qui va dissuader votre adversaire dans un premier temps de faire une sortie nucléaire contre vous. Non, rien de plus à ajouter. J'étais en train de faire l'historique des choses dont on n'a pas parlé, par exemple, et parce que je pense qu'il y a pas mal de vos auditeurs, peut-être vous-même, ne vous souvenez pas qu'on a eu en France un système qui s'appelait le plateau d'Albion. Alors c'est dans les Alpes, on avait creusé des trous pour mettre des missiles sol-sol. Et l'idée, ça consistait à dire, alors ça avait un nom délicieux chez les commentateurs, ça s'appelait les silos, c'est ça, hein. Ouais, c'est des silos. Ça s'appelait la chèvre au piquet. La chèvre au piquet, ça veut dire que si vous voulez attirer le prédateur, justement, vous mettez une chèvre au piquet et comme ça, le prédateur arrive et là, vous lui tirez dessus. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que les autorités de l'époque, le général de Gaulle jusqu'à François Mitterrand, ça a duré jusqu'à Jacques Chirac. Il disait que si on veut être sûr des intentions des soviétiques, il faut les forcer à tirer sur nos missiles. Et s'ils tirent sur nos missiles, ils vont devoir dépenser tellement de leurs armes nucléaires qu'on saura qu'ils veulent vraiment s'en prendre à nous. C'est des calculs qui peuvent paraître un petit peu tordus, mais les responsables politiques de la guerre froide, y compris en France, ils réfléchissaient énormément. Simplement, ces missiles, ils étaient, comme tout ce qui est la dissuasion nucléaire, destinés à pas être tirés. Mais on avait calculé l'espacement de silos de telle sorte que les soviétiques seraient obligés de dépenser tellement d'armes que là, ils auraient, comme on disait à l'époque, révélé leurs intentions. Ça paraît un peu macabre et abstrait tout ça, mais c'est comme ça qu'on raisonnait à l'époque dans la dissuasion nucléaire. Sur un espace qui était grand comment, donc ? Qui était grand comme le territoire d'une commune, on va dire. Ouais. Mais ça se visite encore aujourd'hui. Ils ont même installé un restaurant dans l'un des silos. Ah bon ? Ouais. Aux États-Unis, ils vendent même des anciens silos pour des gens qui veulent s'installer, pour qui veulent faire des installations privées, des choses comme ça, comme dans la série Silo, justement. Oui. Débrique Rose, resalut Débrique Rose, nous demande, alors mais j'ai du mal préparer mon émission parce que je ne suis pas au courant, mais vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, ou si on ne sait pas, on ne répond pas à la question. Débrique Rose qui nous dit, il y a quelques jours, on a fait le premier tir nucléaire double synchronisé. Oula, non, c'est pas nucléaire.
Ah ben, je vous relis la question des Bricros. C'est pas de la natation, c'est peut-être mal plutôt. sourcé Non, tout non. ça. Est-ce que c'est une réponse à Poutine et ses menaces de Satan 2? Alors, pas du tout. Je veux dire, ce qu'on a fait là il y a quelques jours, c'est un tir synchronisé du missile de croisière navale qui n'a pas. C'est peut-être ce dont des Voilà, Bricros qui n'a parlent. pas du tout de charge nucléaire, ça ne relève pas de la dissuasion nucléaire. Ça relève, pour le coup, on en parlait plutôt de la frappe en profondeur, parce que ce missile-là, il a la capacité de frapper dans la profondeur et d'esquiver les défenses antiaériennes de l'adversaire. Il a notamment été utilisé avec plus ou moins de succès contre la Syrie en 2018 par la France. Pourquoi plus ou moins? Parce qu'il y en a certains, enfin la plupart, dans mon souvenir, n'ont soit pas partis, soit n'ont pas touché la cible. Il y en a qui sont passés, je crois. Voilà, il y en a qui sont Ouais. passés. Il y avait aussi l'armée de l'air qui était en Il soutien. s'agissait à l'époque, pardon Héloïse, Ouais, vas-y. il s'agissait à l'époque de taper sur Mm. les installations de production d'armes chimiques syriennes, et c'était une opération avec les Français, les Américains qui symboliquement, et plus que symboliquement d'ailleurs, ont voulu faire cette opération qui mettait en jeu des avions et des sous-marins. Ouais. C'était l'opération Hamilton, on peut regarder sur internet, et donc il y avait effectivement une frégate, à l'époque c'était juste une frégate qui avait tiré des missiles de croisière navale, et donc là effectivement c'est la première fois qu'on réussit à tirer un missile de croisière navale depuis un sous-marin, je crois d'ailleurs c'est la nouvelle classe Suffren, et une frégate, mais ça n'a rien de nucléaire, et donc ça n'a rien à voir avec, alors je déteste l'appellation de Satan 2, on peut utiliser le nom russe qui est Sarmat, donc qui est effectivement le nouveau missile intercontinental russe. Et pour le coup, si on veut montrer à Vladimir Poutine que la France a des armes nucléaires, il y a d'autres façons de le faire. Il y a par exemple l'exercice Poker, qui est un exercice trimestriel, si mes souvenirs sont bons, des forces aériennes stratégiques, donc qui est la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire française. Et on est quoi là? On est fin avril. Il y en a eu un il y a 2 semaines. Et donc ça, les forces aériennes stratégiques s'entraînent régulièrement à faire des raids nucléaires. Croyez-moi, c'est très bien observé par le monde entier, enfin en tout cas les personnes qui s'y intéressent. Et donc comme ça montre la crédibilité au moins technique et opérationnelle de la dissuasion française, et c'est aussi le cas quand on teste des missiles français, des missiles balistiques ou des missiles de croisière, évidemment sans charge nucléaire. Mais donc voilà, il y a des moyens de montrer effectivement au monde la crédibilité de la dissuasion française, et c'est ce qu'on appelle le signalement stratégique. Et alors, à 2 faits, on est crédible ou pas? Ah bah ça, c'est impossible à dire. Enfin, je veux dire, c'est dans les yeux, en fait, c'est comme disait... Est-ce que nous semblons crédibles? C'est comme disait Bruno, c'est dans les yeux de l'adversaire et dans les yeux des partenaires. Je pense que oui, étant donné que lorsqu'il y a justement cette sorte de démonstration française, il peut y avoir ensuite parfois une réaction russe ou l'inverse, mais évidemment, c'est le plus difficile à mesurer. Il y a quelque chose qui est très intéressant, qui a été décidé par Emmanuel Macron au tout début de la guerre en Ukraine, et dont on a peu parlé parce que les Français n'ont rien dit. Ils ont fait, mais ils n'ont pas dit. C'est contraire à la logique française. D'habitude, on dit beaucoup, on fait un peu moins. Mais Emmanuel Macron a ordonné que 3 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sur 4, 3 sur 4, sortent à la mer. Ça n'avait pas été fait depuis 40 ans. C'est un truc énorme. C'est un truc énorme parce que ça met sous tension l'ensemble du système. Pourquoi il le fait? D'habitude, on en a un, mais rarement 2, mais un ou jamais 2 2 en même temps. Pardon? Si, il peut y avoir deux en même temps, mais ils se croisent, par exemple. C'est très rare. En général, c'est le principe, c'est qu'il faut qu'il y en ait au moins un qui soit loin, si ce n'est 2. C'est 1 ou 2. C'est jamais 3. 3, ça n'a pas été fait depuis 40 ans. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Alors, à mon sens, c'est parce qu'il veut, au moment où la crise entre dans une phase de guerre, il veut montrer à Poutine que désormais le dialogue se fait entre 2 chefs d'État de puissance nucléaire. Il maintient le dialogue à ce stade. Il veut encore parler à Poutine, mais il dit attention, je suis pas naïf. D'ailleurs, il dit souvent je suis pas naïf, le président. Je prends des mesures en même temps qui montrent que je prends tout ça très au sérieux. Donc on l'a fait, enfin je pense qu'on l'a fait, ça n'a jamais été confirmé, donc je ne peux pas vous dire que je suis sûr, mais on va dire que je suis à peu près sûr que ça a été fait. Mais on n'a rien dit. Et ça, c'était une manœuvre de signalement, comme disait Héloïse, qui fait partie de la dissuasion. Tout ça est un dialogue entre chefs d'État. Il y a un passage, on a parlé de série tout à l'heure, mais là je vous parlais d'un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là vous étiez né quand même, ça s'appelle 13 jours, c'est un film sur la crise de Cuba. Et à un moment, en plein dans la crise de Cuba, on voit le secrétaire à la Défense dire à l'amiral chargé des opérations mais amiral, vous me parlez de tirs, c'est pas des tirs, c'est le président Kennedy qui est en train de parler au premier secrétaire Khrouchtchev. Autrement dit, le dialogue dissuasif, il se fait aussi avec des manœuvres militaires, et c'est ce qu'a voulu faire, à mon sens, Emmanuel Macron, donc fin février, début mars 2022.
Ouais. Et pareil, il y a eu des tirs en fait, de missiles français qui ont été maintenus en 2022, alors que de l'autre côté, les États américains, eux, ont reporté plusieurs fois des tirs de qualification de missiles parce qu'ils ne voulaient pas être justement dans la même dimension, on va dire, que les Français. Pourquoi on ne peut pas mettre 3 sous-marins en même temps habituellement? Parce que ça nécessite. En fait, les sous-marins, ça s'entretient. Donc, à chaque fois... des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Voilà, donc déjà, on en a que 4, entre guillemets. Et ça s'entretient. Je veux dire, ce sont des machines extrêmement complexes. Alors, les amiraux en charge de la force océanique stratégique vous vont dire que c'est l'objet le plus complexe construit par l'homme. Bon, avec la navette spatiale. Voilà, avec la navette spatiale. Mais la navette spatiale n'a pas d'arme nucléaire ni de propulsion nucléaire. Donc bon, mais elle va dans l'espace. Et donc, déjà. Pas rien. Voilà, ça s'entretient. Et donc, du coup, le cycle, généralement, c'est un sous-marin rentre de patrouille. Il y en a un à quai, il y en a un à l'eau et il y en a un qui est en indisponibilité de longue durée. Donc déjà, il faut les entretenir pour être sûr qu'ils fonctionnent. Et puis après, il y a des hommes, enfin, je veux dire, et des femmes qui sont en patrouille. Et donc effectivement, c'est extrêmement compliqué de leur demander d'être en patrouille plusieurs mois à la fois. Et donc voilà, et justement, surtout, si on en a entre guillemets que 4, et qu'on en avait 3 en permanence, on n'a plus du tout de flexibilité pour en mettre encore plus. Et donc c'est pour ça qu'en fait c'est mieux quand on en a 4 d'en avoir 1 ou 2, et comme ça permet d'avoir une flexibilité dans le message qu'on veut envoyer. J'ai une dernière, je vois que l'heure tourne et que ma dernière invitée est arrivée. J'ai une dernière question cependant pour vous. On avait le sénateur Loïc Hervé, qui est membre de la Commission des Affaires étrangères des Forces armées, qui disait une mutualisation, ça implique une gouvernance commune sur l'arme nucléaire. Et donc, la nécessité de mettre d'accord 27 chefs d'État. C'est pour ça est-ce que ça rendrait inopérante notre dissuasion? Pardon, mais là, c'est tirer des coups d'épée dans l'eau, parce qu'on ne le fera pas. En tout cas, rien ne permet de dire qu'Emmanuel Macron y pense, et je connais aucun responsable français qui envisage ça sérieusement. Ça sera, voilà, il faut vraiment enfoncer le clou, il faut vraiment tuer le canard jusqu'au bout. La mutualisation n'est pas à l'ordre du jour. Vous êtes arrivé en parlant d'eau lourde, donc vous allez devoir expliquer à nos viewers ce qu'est l'eau lourde. L'eau lourde, c'est comme de l'eau, mais la composition isotopique, la composition chimique, si vous voulez, change légèrement, et ça sert dans les réacteurs nucléaires, ça sert de fluide pour ralentir les neutrons, et c'est pour ça qu'on dit... Vous vous souvenez peut-être, là encore, là vous étiez pas né, moi non plus, la bataille de l'eau lourde, ça vous dit quelque chose? C'est vous qui avez parlé de bataille de l'eau lourde. La bataille de l'eau lourde, c'est dans les années 1940. Les Alliés veulent se saisir du stock d'eau lourde norvégien parce qu'ils craignent que les Allemands s'y intéressent pour leur propre projet de réacteur nucléaire destiné à faire la bombe. Il est 19h43, passé de 21 secondes. C'est l'heure du très court mot de la fin, Héloïse Fay. Non, voilà, à nouveau, il n'y a pas de partage de l'arme nucléaire française, il n'y a pas de mutualisation, encore moins au niveau politique européen. Ce que Emmanuel Macron consacre par ces mots, c'est le fait qu'effectivement, du fait de la construction européenne, les intérêts vitaux français sont liés à ceux des pays européens, et qu'il est urgent de réfléchir à comment est-ce qu'on concrétise cette idée de dimension européenne de la dissuasion française. Mais on ne perd pas de souveraineté dessus. Bruno Tertrais, le mot de la fin. Écoutez, je crois que j'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Emmanuel. Non, ce débat va continuer. On en parle déjà avec les Allemands, les Polonais, entre officiels et entre experts. Et il y a bien 2 futurs possibles. Un futur où il y a encore cette garantie américaine, et donc la France a une sorte de garantie complémentaire avec les Britanniques. Et un futur, on espère qu'il n'arrivera pas avec Trump ou un président du type Trump, où là, la France, peut-être avec ses partenaires britanniques, aura à prendre des responsabilités nucléaires pour l'Europe beaucoup plus importantes. Ça ne veut pas dire forcément plus d'armes, mais ça veut peut-être dire des arrangements comme aller déployer des avions en Pologne, peut-être un jour, dans 20 ans, je ne sais pas, avoir des avions polonais qui emportent des armes françaises. Mais tout ça, pour l'instant, ce n'est pas un plan, c'est juste des idées, et c'est un débat qui est ouvert. Et la valise nucléaire ne circulera pas entre les capitales européennes comme un responsable blanc a pu suggérer. Ça n'existe pas, il n'y a pas vraiment une valise avec des boutons. Si, il y a une valise. Non, mais c'est pas vrai, on sait que c'est pas vrai. Si. Il n'y a pas un bouton sur une valise. Alors, il y a une valise. Alors, la valise russe a un bouton dedans, la valise française, il n'y a pas de bouton dedans. Il y a une bouteille d'eau, il y a le discours du président, et c'est à peu près tout. Non, ça se passe. Le processus est très simple. Hein. Non, on en reparlera. On en reparlera, mais le processus est très simple. Tant que le bouton est plus gros que celui des autres, c'est bon. Sur une histoire de... Ça, c'est une citation de Trump. Merci, Héloïse Fayet.